J'ai un petit peu modifié le titre de ma présentation. J'ai marqué éthique et génétique. Je vais déjà vous présenter le contexte de la génétique actuelle afin que vous puissiez saisir les interrogations éthiques que je vais poser ensuite. Et pour cela, je vais aussi m'aider pleinement de deux recherches qui ont été menées ou qui sont en cours en fait, de réalisation. La première est terminée, la seconde, Find, est actuellement en train de commencer. Donc je vais essayer de poser les enjeux à la fois théoriques et pratiques au regard de ces deux recherches de terrain et de ces deux recherches assez concrètes. Vous le savez sans doute, dans le domaine de la génétique, il y a un réel essor des nouvelles technologies depuis quelques décennies. Il y a des outils technologiques qui permettent d'accéder à de plus en plus de données issues du génome, issues de notre génome humain. Les premiers examens qui ont été possibles, vous le connaissez sans doute, c'est le karyotype, ensuite on a eu la CGH-array et maintenant on a le SHD qui est le séquençage haut débit. Ce séquençage haut débit est une révolution technologique, si vous voulez, puisqu'il permet d'obtenir environ 25% de diagnostics en plus que les autres technologies usitées auparavant. Donc ce séquençage haut débit, dont je vais beaucoup parler, je vais peut-être parfois utiliser l'abréviation SHD. Je suis désolée, je vais essayer de faire un effort pour le redire à chaque fois. Mais j'ai aussi intériorisé un petit peu le jargon des médecins généticiens au fil de mon immersion dans ce domaine. Donc ce séquençage apporte plus de réponses, mais ce sont des diagnostics moléculaires. Ce ne sont pas forcément des diagnostics qui sont rattachés à des syndromes ou des diagnostics comme on les entend avec un nom de maladie, bien souvent. Cette technologie donc, permet d'apporter des réponses à des familles, à des patients, à des parents d'enfants malades qui sont généralement dans une attente, dans une odyssée diagnostique depuis plusieurs années. Parallèlement, ce séquençage haut débit amène tout un ensemble d'incertitudes, si vous voulez, puisque au-delà de la recherche de départ, qui est de poser un diagnostic sur une maladie, à partir d'une clinique, on peut aussi accéder à d'autres variants génétiques. Là, j'utilise aussi un jargon propre à la génétique, j'espère que vous me suivez. Cela veut dire qu'on arrive à déceler des anomalies, comme on le dit, mais j'aime pas tellement ce terme, des variations sur les gènes qui pourraient ou non être en lien avec la maladie qu'on recherche au départ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des résultats un petit peu incertains. Donc vous voyez, si vous voulez, le biologiste regarde le séquençage, ce qui est issu de ce séquençage, et il n'est pas certain que ce soit lié aux symptômes qui sont rapportés par la clinique. Il y a aussi une troisième catégorie de résultats possibles, qui est celle des résultats fortuits. Ce sont des résultats qu'on ne cherchait pas au départ, mais qui apparaissent comme ça sous les yeux du biologiste qui lit le résultat de l'examen. Donc pour toutes ces données, vont se poser un ensemble de questions. Ce qu'il faut que je précise aussi maintenant, avant de rentrer un peu plus dans le détail des questions, c'est que le début donc, de ce questionnement, l'histoire de ces deux recherches, c'est donc le service de génétique de Dijon, qui est dirigé par Laurence Fèvre, en fait l'équipe nous a sollicité au regard de notre expertise qualitative. Laurence Fèvre savait que nous avions mené plusieurs études compréhensives dans le domaine de la santé et elle nous a sollicité au départ pour le projet CECAPRE afin que nous puissions collaborer et réfléchir ensemble, donc c'est-à-dire à la fois des cliniciens, des biologistes, des chercheurs en sciences humaines, mais aussi des chercheurs en sciences économiques. Je vais y revenir tout à l'heure dans le détail. Donc voilà, le début de cette histoire, c'était en 2014, et depuis, on continue à travailler ensemble. Au niveau des enjeux pratiques et théoriques,
Vous l'avez sans doute compris là quand je présentais un petit peu ce qu'était cette technologie, cette nouvelle technologie. On va pouvoir, en fait tout cela va bouleverser les pratiques cliniques et les résultats de cet examen vont aussi créer de nombreuses incertitudes, des situations qui dépassent finalement la sphère médicale telle qu'elle est pensée au départ. Il y a aussi une nécessité d'anticiper en fait ces potentiels résultats, puisque quand on a commencé sur l'étude C4, le SHD était proposé et réalisé uniquement dans le cadre de la recherche, mais depuis, cet examen est passé en routine, ce qu'on appelle la routine, c'est-à-dire que si un patient a besoin de cet examen-là, au regard des critères qui sont définis, il peut l'avoir dans un contexte de routine, de pratique routinière. Cela n'est pas le cas dans tous les centres en France. Je sais qu'à la Salpêtrière, ils le font également en routine, mais à Lyon, par exemple, ils le proposent uniquement dans le cadre de la recherche. Donc là, on voit qu'en France, déjà, il y a différents niveaux de réalisation, différents niveaux d'utilisation en fait, de la technologie, d'où l'intérêt de pouvoir vraiment anticiper et s'interroger en amont et aussi au cours de l'utilisation de ces nouvelles technologies. Donc il va falloir anticiper comment ça peut se mettre en place dans la pratique clinique, mais aussi tout ce qui se passe après, une fois qu'on a les résultats. Qu'est-ce qu'on peut dire, comment on le dit, comment on accompagne les patients, les parents, les familles dans ces trajectoires de soins. L'intérêt aussi au début de l'étude C4, donc en 2014, je le rappelle, c'était de favoriser la transition entre le domaine de la recherche et le domaine de la pratique clinique, afin de pouvoir aussi réajuster les notes d'information aux patients, les consentements, puisque j'ai oublié de vous le dire, mais ces examens-là, cet examen par séquençage haut débit, est bien sûr donc présenté aux patients, il y a une note d'information et un consentement éclairé qui est recueilli. La génétique est particulièrement encadrée au niveau bioéthique. Donc il fallait essayer vraiment de situer ce que les patients pouvaient attendre de cette nouvelle technologie, ce que les médecins pouvaient en dire, quels étaient aussi les intérêts des uns et des autres par rapport à la production des données qui allaient en ressortir. Et il y a un dernier enjeu, un quatrième, qui est un peu plus macro-social, finalement, ce sont les enjeux de société, puisqu'en fait, on se rend bien compte que toutes ces informations-là peuvent jouer sur les habitudes de vie des patients, des parents, des enfants malades aussi. Je parle beaucoup des parents, puisque dans la première recherche, on s'est intéressé à des enfants qui étaient déficients, qui avaient des anomalies du développement et notamment une déficience intellectuelle. Donc on a rencontré très souvent les parents. Donc éclairer ces enjeux sociétaux. J'ai beaucoup aimé ce matin quand Serge Dano a dit que finalement l'éthique questionnait aussi la vie, qu'est-ce que c'était la vie, puisque là on est vraiment au cœur de cette problématique. Qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que la vie, jusqu'où les données génétiques peuvent modifier l'identité, quel est l'intérêt, quelle est la part de la génomique dans notre façon de voir le monde finalement. Alors les questions éthiques, elles se situent à différents niveaux. Il y a celle de l'anticipation. Donc là, on se pose la question de savoir ce que les patients, finalement, ou les individus souhaiteraient savoir, quels seraient les bénéfices, les risques au regard de ces informations. Alors, de quelle façon anticiper ? Est-ce que chacun d'entre vous, vous êtes posé un jour la question de... Essayez peut-être de vous projeter quelques instants, qu'est-ce qu'on a envie de savoir, pourquoi on souhaiterait le savoir, est-ce que c'est important ? Il y a celle du choix en situation. Donc là, on est face à un médecin qui propose à un moment donné, dans un contexte très précis, je vais vraiment insister, puisque en France, aujourd'hui, on ne peut pas aller chez son médecin et lui demander à avoir un séquençage de son génome, c'est pas possible. C'est dans un cadre médical très particulier. Là, on a vu des familles pour qui en fait, un diagnostic n'était pas posé au bout de plusieurs années de recherche d'un diagnostic.
Donc le choix en situation face aux médecins, nous on s'est dit, bon ben voilà, est-ce que les patients acceptent ou pas, est-ce qu'ils acceptent facilement, quels sont leurs doutes, dans quelle mesure voilà, la note d'information et le consentement prennent part à ce temps médical. Et puis avant d'avoir réalisé donc l'examen, à quelles informations ces patients aimeraient-ils avoir accès, en incluant bien sûr les données qui n'étaient pas forcément recherchées au départ, et puis les données fortuites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un troisième point d'interrogation est celui du vécu de l'annonce des résultats. Alors une fois qu'on a été, on va dire, d'accord de réaliser cet examen, et qu'on revoit le médecin pour les résultats, comment ces patients, comment ces familles, comment ces individus vivent-ils cette annonce ? Il y a beaucoup de travaux à réaliser sur les annonces de maladies. Est-ce que ça rejoint ces travaux-là ? Est-ce que c'est un événement qui fait date ? Est-ce que c'est particulièrement violent ? Est-ce que ça génère des inquiétudes ? Au contraire, un soulagement ? Donc tout ça, c'était nos interrogations. Et pour finir, là, c'est dans la dernière recherche qui s'appelle FIND, on s'est plus orienté sur l'expérience de la connaissance d'information. Je m'explique. Ça veut dire, donc, nous, on avait rencontré les patients et les parents juste après le résultat, et on s'est dit, c'est quand même dommage, puisque ça serait intéressant de voir, finalement, comment tout ça est repris, comment tout ça est intégré à un mode de vie, à des habitudes, qu'est-ce que ça peut générer chez l'individu, dans son système aussi familial, dans ses rapports avec les soignants. Donc pour essayer d'apporter des réponses à toutes ces questions, on a été relativement nombreux, comme vous pouvez le voir. Il y a eu, donc pour l'étude C4, en fait, elle se situait sur 2 sites. Donc l'étude C4, elle s'est déroulée entre 2014 et 2017, elle vient tout juste de se terminer. Il y avait le centre de génétique de Dijon et celui de Lyon. Il y avait donc les cliniciens qui ont pris part à ce projet, les biologistes aussi, puisqu'ils avaient toute la partie d'interprétation des résultats, les 2 CIC, des associations aussi. On a associé à nos différentes réunions de préparation des outils méthodologiques, de préparation des questionnements, le milieu associatif. Donc là, il y avait l'association Maladies Rares, les 2 CHU, et puis il y a aussi la FHU, dont Madame Voronoff a parlé ce matin, Fédération Hospitalo-Universitaire, qui a aussi beaucoup dynamisé notre groupe et nos temps de travail. Et l'espace éthique. Et l'Université Bourgogne-Franche-Comté, bon, je suis désolée si j'ai oublié, et le labo, le LEDI, qui est le labo de sciences économiques de Dijon. D'économie de la santé, pardon. Donc ce qu'on cherchait à comprendre, c'était les préférences et les représentations qu'avaient les familles, les parents d'enfants donc atteints d'anomalies du développement par rapport au séquençage au débit. Projet porté par Laurence Fèvre, comme je vous l'ai dit. Et on a eu des sous, de la Fondation Maladies Rares. La deuxième fois, la première année qu'on l'a présenté, ça n'avait pas été accepté, et la deuxième année, ça a fonctionné. Les objectifs, il y en avait 2. C'est pour ça que vous allez comprendre ensuite qu'il y avait deux volets méthodologiques. Le premier, c'était évaluer les préférences de ses parents, mais avant qu'ils aient eu l'examen, avant le séquençage au débit. Et il y avait une phase en aval qui était de recueillir le vécu de ses parents, patients, une fois qu'ils avaient eu la consultation d'annonce. Et ce recueil des émotions, de l'expérience, se faisait à chaud, juste après la consultation avec le médecin généticien. Voilà le design de l'étude, donc je m'excuse, c'est peut-être pas très clair. Tout ce qui est à gauche, c'est le labo d'économie de la santé qu'il a réalisé à partir de questionnaires, donc, où on analyse vraiment les préférences des gens. Donc, il y avait plusieurs scénarios qui étaient proposés aux patients qui venaient consulter en génétique et pour qui un séquençage au débit pouvait être potentiellement proposé. Donc là, ils répondaient, on leur demandait en fait de se positionner par rapport au degré d'information qu'ils auraient souhaité avoir, par rapport à l'accompagnement aussi qu'ils auraient souhaité avoir, qui donne l'info, après par qui cette info est reprise éventuellement.
Et le second volet, donc en aval, dont on s'est chargé, nous, au niveau de l'équipe Éthique et Progrès, qui analysait les représentations de ce séquençage au débit et le vécu juste après la consultation d'annonce. Donc on a essayé de stratifier notre échantillon au regard des résultats qui se proposaient. Donc pour certaines personnes, un diagnostic avait été posé. Donc là, vous voyez, il y a eu 11 situations. Pour un autre groupe, il y avait une anomalie détectée, ce qu'on appelle un variant sur un gène, mais qui n'était pas forcément lié, en tout cas qui ne permettait pas de poser un diagnostic. C'est ce qu'on a appelé les résultats incertains pour 6 situations. Et pour 13 situations, il n'y avait aucun élément de mis en évidence. Dans tout cela, il y a eu aussi une découverte fortuite. Donc pour une famille, donc pour qui il y a eu un diagnostic de posé, TBN1, voilà le type de diagnostic possible. Et parallèlement, a été retrouvée une mutation BRCA1, donc souvent c'est un nom qui n'est pas inconnu puisque c'est lié au cancer, je pense que ça vous dit tous quelque chose, BRCA1. Donc voilà, là c'était une donnée fortuite qui n'était pas attendue et l'information a été révélée aux parents de l'enfant concerné. Mais ces données-là, qu'on appelle données secondaires, puisqu'en fait ce n'est pas les données qu'on recherche pour la raison principale de la démarche diagnostique, qui est le diagnostic primaire, ces données secondaires font l'objet de la seconde étude dont je vais vous parler juste après. Voilà, je vous le disais, 6 équipes, ce qui est déjà pas mal pour se coordonner. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a construit les outils ensemble, on s'est en général prévu des temps de travail, et puis on a beaucoup fonctionné aussi par mail en s'envoyant les différentes versions des questionnaires, des grilles d'entretien. Et ensuite, on a géré chacun nos responsabilités, c'est-à-dire les 2 volets dont on était en charge. Et puis tout ça, en fait, je crois qu'on a encore eu une réunion il y a moins de 6 mois, juste avant l'été, pour restituer aussi aux cliniciens, aux autres médecins cliniciens du service, aux psychologues, aux conseillers en génétique. Et là, on est en train de valoriser cette recherche. Il y a un article qui est en cours de soumission. Donc voilà dans le détail un petit peu ce qu'on peut penser. Je crois qu'on l'a vu aussi pour l'étude Métis, là, ce genre de planification par tâche. Donc avec les équipes, comme ça chacun sait un petit peu ce qu'il a à faire et à quel moment. Ça permet de coopérer de façon plus claire, donc plus efficace, je pense. En fait, c'est assez personnel, mais quand on est au courant de ce qu'on doit faire en amont, c'est toujours plus simple. Donc voilà, ça a plutôt bien roulé. La deuxième étude, l'étude FINE, elle s'est intéressée aux données non sollicitées. Donc on appelle aussi données secondaires. Il y a plusieurs noms possibles en fonction du pays d'où l'on vient et en fonction aussi, ces noms-là changent au regard des connaissances et des débats. Donc les données non sollicitées par SHD, du besoin des patients aux modalités organisationnelles. Donc ce projet est aussi porté par Laurence Fèvre et aussi par Christine Binquet du CIC de Dijon. Et il vient tout juste de débuter puisqu'on vient en fait d'avoir un financement au printemps, un financement PREPS. Donc PREPS, c'est un programme de recherche, d'évaluation des pratiques pour le système de santé, je crois que c'est ça. Donc là c'est assez intéressant parce que finalement la première recherche est réalisée grâce à un financement d'une fondation. Donc on est sur un public plutôt associatif. Et là, c'est un financement qui rentre dans une autre sphère, puisque là, on sent qu'il y a un enjeu politique. On sent qu'il y a une décision politique derrière, finalement, puisque ça intervient dans les priorités des ministères, donc de la santé et de l'enseignement supérieur. Le design donc, est encore plus, plus fouillis que le précédent. Là aussi, on a du quantitatif et du qualitatif et du quantitatif.
Mais dans celle-ci, c'est surtout en fait le versant qualitatif qui est l'objectif principal. On propose en fait une étude longitudinale, l'analyse approfondie de patients et de parents aussi d'enfants malades qui auraient accepté qu'on aille en fait regarder les données secondaires quand on propose et qu'ils acceptent de réaliser un séquençage au débit. Donc là, voilà la nuance par rapport à la première recherche. Elle se situait sur le diagnostic primaire, c'est-à-dire la cause de la maladie du patient. Et là, on est vraiment sur au-delà. Donc bien sûr, quand il est proposé le SHD, c'est pour le diagnostic primaire, mais on propose aux patients d'aller regarder les données secondaires. Donc là, pareil, il y a plusieurs catégories, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, voilà, on peut en discuter après. Plusieurs catégories de données possibles. Et les patients, lors de la consultation où on propose le SHD, doivent dire s'ils sont d'accord pour telle catégorie, pour telle catégorie. Ils peuvent être d'accord pour une et pas pour une autre. Voilà, ils peuvent choisir au niveau des différentes catégories proposées. Études longitudinales, puisqu'on les voit juste après la consultation d'annonce de résultats, et ensuite 6 mois après, et encore 12 mois après. Hein, c'est ce qu'on voit tout à la fin, M12, post-rendu. Parallèlement, donc c'est quand même une grosse recherche, hein, parce que bon, le budget alloué est quand même conséquent également. Et à chaque phase, en fait, il y aura, en plus de l'entretien, un auto-questionnaire et des échelles d'évaluation de l'anxiété et de la qualité de vie. Donc vous voyez le nombre conséquent d'outils utilisés, ce qui fait que forcément on a encore plus d'équipes. Donc on est 8 équipes collaboratives. Et ce design en fait est réalisé à Dijon, à Lyon et à Paris. Donc là, au lieu de 2 centres qu'on avait comparés dans l'étude CCAPRE, là on est sur 3 centres. Et aussi, ce qui est peut-être intéressant, c'est un des effets de la recherche directe sur l'organisation des soins, c'est que pour mener cette recherche, on avait budgétisé des postes de conseillers en génétique. Donc en fait, dans chacun des centres, il y a des conseillers en génétique qui ont été embauchés pour mener cette recherche. Donc ça va aussi fournir du personnel en plus, un accompagnement aussi un peu plus approfondi des familles qui vont pouvoir revenir voir le conseiller en génétique. Donc l'originalité et voilà, l'intérêt de ces 2 recherches. Hein. On voit bien que l'interdisciplinarité a permis d'appréhender en partie la complexité du phénomène, la complexité des données issues d'une nouvelle technologie. Qu'il y a des éléments qui sont issus de nos résultats, hein, que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui, mais que les équipes ont pu mobiliser. Je vous donne peut-être juste un exemple. Pour expliquer aux patients, on s'est très très rapidement rendu compte que les patients, c'était très difficile pour eux d'accéder au langage de la génétique. Moi-même, j'ai encore beaucoup de mal. Et l'équipe a réalisé un petit film, à vulgariser. Vulgariser, c'est peut-être pas non plus un très beau terme, mais en tout cas dans son origine, c'est ça. C'est rendre accessible à tous des informations assez techniques. Ces informations, par exemple, j'ai vu récemment là qu'il y avait une petite possibilité de les regarder dans la salle d'attente de la génétique. Donc vous voyez, on peut développer des livrables, des choses qui vont permettre, au regard des données qu'on a recueillies lors de la recherche, d'améliorer un petit peu l'information. Et finalement, si on améliore l'information, on améliore peut-être aussi le consentement, ou en tout cas, on lui fait prendre d'autres dimensions. Ce qu'on a réalisé aussi, c'est que le consentement, comme on le pratique et comme on l'entend actuellement, il est très figé. Donc on s'est dit aussi, peut-être ça serait bien d'y revenir dans certaines consultations, que ce soit un consentement dynamique, qu'on puisse, 6 mois après, se dire, tiens, finalement, j'avais dit ça, mais je ne suis pas sûre, et pouvoir en parler. Études mixtes, donc ça rejoint un petit peu la question de l'interdisciplinarité, mais pas uniquement, parce que dans l'interdisciplinarité, il y a vraiment pouvoir discuter avec des biologistes, c'est intéressant, parce que eux, ils interprètent des données, ils sont obligés de les lier à la clinique. Comment on construit un diagnostic finalement, ça c'est intéressant de voir comment les nosographies prennent du sens ou pas.
Il y a aussi tout le milieu associatif. Alors là, c'était très intéressant. Je pense à Anne-Sophie qui très régulièrement nous ramenait à la réalité de parents d'enfants malades qu'on avait parfois tendance à pas oublier, mais à occulter en partie par nos intérêts scientifiques. Et pour finir, donc humaniser. Pourquoi humaniser? Parce qu'on essaye de faire entendre à travers ces résultats la voix des personnes qui sont directement concernées et non pas de faire entendre uniquement un discours politique ou médical sur ce sujet-là. Ça reprend ce que j'essayais de vous dire. Donc là, juste, voilà ce qu'on a construit ensemble. Je vous en ai un peu parlé, des outils. Il y a aussi la diffusion des résultats. Il y a aussi quelque chose d'intéressant qui s'est passé, je trouvais, c'était les focus group. Suite à l'étude CECAPRE, il y a eu des focus group de mis en place avec des psychologues, des associations, avec des gens aussi qui représentaient l'association des sans diagnostic. Donc en fait, tout ça a permis de rebondir aussi sur les résultats et puis d'anticiper l'autre recherche FIND pour avoir vraiment le plus possible de regards croisés sur ces questions éthiques. Voilà, on essaye aussi de faire on a fait un résumé grand public, on va essayer de diffuser, de restituer aussi aux familles qui ont accepté de participer à la première étude. Et pour finir, donc, j'ai choisi ce titre d'un livre de Callon, Lascaux et Barthes, je crois, Agir dans un monde incertain, puisque je crois que c'est vraiment ce que j'ai pu apprendre de ce terrain, de cette recherche. Et je crois qu'on a eu pas mal de données pour réfléchir à cette question de l'information, du consentement, aussi du vécu par rapport à certaines données, qui nous encouragent à être tout de même très prudents, très nuancés et à agir encore plus peut-être de façon interdisciplinaire. Je vous remercie.